Bonjour et bienvenue à Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue les aînés et leurs descendances de familles de la MRC de Maria-Chapdelaine. Les émissions de Portrait des familles d'ici sont réalisées grâce à la participation de la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, du programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la MRC de Maria-Chapdelaine, ainsi qu'aujourd'hui de la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines, puisque c'est ici que nous nous trouvons aujourd'hui et on rencontre la famille des Lapointe. Alors tout d'abord, j'aimerais dire bonjour à tous les Lapointe de la salle. Et à tous ceux qui s'identifient proches, amis, une appartenance à cette grande famille Lapointe. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous. Puis merci de nous accueillir chez vous. Et je suis ici en avant en compagnie de 3 membres de la famille. J'ai ici Monsieur René Lapointe. Monsieur René Lapointe. Diane Lapointe. Madame Diane Lapointe et Monsieur... Et Stéphane Lapointe. Alors là, ce que je peux imaginer, vous n'êtes pas tous des frères et sœurs. J'imagine que vous êtes des oncles, cousins, tantes, peut-être. Alors, vous êtes le fils de... De Willy Lapointe. De Willy Lapointe. Willy Lapointe, qui est décédé en 1993. Oui, 93. En 93. Oui. Et vous êtes... La nièce La nièce... de mon oncle René. Diane Lapointe, je suis l'aînée de la famille Albert Lapointe. OK, Albert Lapointe qui était le frère de Willy. Le fils. Le fils de... Le frère de mon oncle. Oui, excusez, oui. Puis c'est parce que papa, il restait encore dans la maison paternelle. Alors, D'accord. Je suis sa fille. Oui, et puis vous, Stéphane. Oui, moi, je suis le filleul de Diane. Le neveu. Puis, c'est ça, mon père, c'est Claude Lapointe, le garçon d'Albert. Qui a repris la ferme. Qui a repris la ferme, oui. Puis j'entends dans la salle des voix, j'imagine qu'il y a au moins une autre génération en dessous. Oui, c'est Oui, ça. Ariane, je ne sais pas si... Oui, parce que j'entends des petites voix là, qui placotent. Là. Oui. Donc, il y a encore des Lapointe qui vont peupler... Oui, puis on a oui. une petite qui peut représenter la génération des arrière-petits-enfants, là. Oui, wow. Donc, on a plein de gens ici aujourd'hui, donc on va parler de vous. On va essayer de creuser un peu votre histoire, aller voir des choses, des anecdotes intéressantes sur votre famille. Mais avant toute chose, je nous inviterais à regarder la capsule de votre famille. Fait que on regarde ça. Nicolas Audet, dit Lapointe, est né en 1635. Il a environ 28 ans lorsqu'il décide de quitter la France et d'aller s'établir au Canada en 1663. Pris en charge par Monseigneur de Laval, il travaille d'abord sur une ferme à Saint-Joachim, près du Cap Tourmente. Il est ensuite portier à l'évêché et château seigneurial de Québec, puis décide plutôt d'être colon et de s'installer sur l'île d'Orléans. Il y a obtenu une terre de 3 arpents. En 1670, il épouse Madeleine Després, orpheline et faisant partie des filles du roi, née en 1656. Ensemble, ils eurent 12 enfants. En 1700, Nicolas Audet, dit Lapointe, tombe malade et décède. Sa femme mourra 12 ans plus tard, en 1712, à l'âge de 56 ans. Le patronyme de Lapointe finit par supplanter celui de Audet au fil des générations au Québec. Ce n'est qu'à la 6e génération, vers 1904, que la famille Lapointe décide de jeter son dévolu sur le lac Saint-Jean pour y habiter. Gabriel Lapointe, né en 1845, revient au Québec après avoir vécu quelques années à Fall River, au Massachusetts, pour travailler dans les manufactures. Dû à la crise économique qui sévissait au Canada, le travail aux États-Unis était une option séduisante. Il quitte Fall River en 1904 pour marier sa fille Selvina à Delphin Pelchat dans la municipalité de Saint-Philémon et décide de demeurer dans son pays natal. Les colonies plus au nord commençaient à être mises de l'avant. De nouveaux territoires, propices à l'agriculture, semblaient de plus en plus attrayants. Le jeune couple marié va alors vivre à Normandin. Gabriel Lapointe les y accompagne et choisit lui aussi de s'y établir. Il achète des terres pour lui et son gendre Joe Dallaire aux environs du rang 4 de Normandin. Son épouse Marie Carrier ainsi que ses 3 enfants le rejoindront plus tard. Ils eurent 5 enfants. Marie décède peu après la naissance de Rosanna en 1885. Gabriel Lapointe, quant à lui, meurt en 1919.
Arthur Lapointe, né en 1877, fils de Gabriel, quitte aussi Fall River et marche dans les traces de son père. Il achète une terre en 1918 dans le Randis de Normandin, qui maintenant correspond aux limites de Saint-Edmond. Il échange donc son travail dans les manufactures ainsi que son métier de vendeur de pain à Fall River pour celui d'agriculteur au Lac-Saint-Jean. C'est aux États-Unis, avant de revenir dans son patelin, qu'il épouse Marie Dallaire en 1898. Le couple met au monde 12 enfants. 3 d'entre eux sont nés dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, aux États-Unis, tandis que les 9 autres naissent à Saint-Cyril, à Normandin. Alors qu'il a presque terminé de payer sa terre, la crise économique de 1929 frappe et Arthur Lapointe se voit dans l'obligation de laisser sa terre et d'aménager sur celle encore non défrichée de son frère, Albert Lapointe, dans le rang de la montagne, à Albanel. Arthur décède d'une infection à l'âge de 56 ans en 1934. Marie Dallaire, son épouse, décède 37 ans plus tard, en 1971. Willie Lapointe est né le 18 février 1902 à Fall River, au Massachusetts. Il a 6 ans lorsqu'il revient au Québec avec sa mère, Marie Dallaire, pour venir retrouver son père, Arthur Lapointe, sur la toute nouvelle terre familiale. Vers 16 ou 17 ans, il travaille quelques années à la pulperie de Val-Jalbert pour ensuite trouver un emploi dans les chantiers vers la Tuque. Il se marie en 1923 avec Joséphine Dion. Ils ont 11 enfants. En 1932, la diphtérie frappe et emporte 2 de leurs enfants. L'aîné, alors âgé de 7 ans, Fernande, et Léo, 3 ans. À l'hiver 1936-37, il aide à construire la route Saint-Félicien-Chibougamau et l'année suivante, il construit avec les autres paroissiens ce qu'allait devenir l'église de Saint-Edmond. En 1943, la famille commence à aller au Bleuet dans le mois d'août. Ils se tentent et chaque année passent 3 à 4 semaines là-bas. En 1961, ses fils Albert et Eugène achètent sa ferme et divisent le lot en 2 parties. Willie ira alors habiter dans la maison d'Eugène. En 1975, sa femme Joséphine et lui-même déménagent à la résidence Les Blés d'Or à Saint-Thomas-du-Dîme. Il décède en 1993. Sa descendance compte 202 personnes à ce jour, 23 petits-enfants, 61 arrière-petits-enfants et 92 arrière-arrière-petits-enfants. Albert est né le 19 septembre 1929 à Saint-Thomas-du-Dîme. Il est le fils de Willie Lapointe et de Joséphine Dion. C'est dans la maison familiale de Saint-Edmond-les-Plaines qu'il s'installe avec sa famille. En 1951, il s'unit à Annette Dion, fille d'Albert Dion et de Rosanna Marceau, à Saint-Edmond-les-Plaines. Le couple élève 7 enfants: Diane, Claude, Jacqueline, Claudette, Denis, Carole et Pierre. Il travaille de longues années comme agriculteur sur une ferme laitière gérée par son père Willie, son oncle Eugène et lui-même. Claude, un fils d'Albert, reprend la responsabilité de la ferme des Lapointe à son tour. Le moment coïncide avec un changement de carrière pour Albert Lapointe, qui devient inspecteur municipal. Albert est aussi un passionné de menuiserie. Il construit lui-même 3 maisons, plusieurs mobiliers et armoires de cuisine, en comptant de nombreux meubles ayant servi à ses petits-enfants. La boutique de menuiserie est encore présente aujourd'hui à l'arrière de la maison. Depuis peu de temps, c'est Stéphane, un fils de Claude, qui est propriétaire de la demeure presque centenaire. Le troupeau laitier et les champs ont été vendus vers 2018. À 93 ans, Albert réside actuellement à Saint-Thomas-du-Dîme, dans la paroisse voisine de Saint-Edmond, dans la résidence Les Blés d'Or. De ses 7 enfants, 5 demeurent toujours à Saint-Edmond et 1 à Saint-Thomas. Qu'est-ce que ça fait de voir ça, un portrait comme ça de sa famille? Ah, c'est plaisant de voir ça, toute la lignée puis tout ce qui s'est passé, là, c'est le fun de voir ça. J'aurais aimé qu'on voit un petit peu les petits-enfants, là, mais puis qu'on ajoute qu'on est 203 descendants de Willie Lapointe. 203 descendants 203, oui. de Willie. De Willie, oui. De Lapointe, là, oui.
Ça fait beaucoup de monde, hein? Oui, ça fait beaucoup de monde, oui. Oui, quand même. Oui, puis oui, c'est vraiment le fun. Il en manque encore beaucoup aujourd'hui, là. Mais oui, c'est plaisant de voir ça, l'histoire. Parce que je suis certaine que dans les jeunes, il y en a plusieurs qui ne savaient pas. Bien, c'est ça. Moi, du départ, là, au début, là, on entend les premiers, tu sais, Willie, son père un peu, c'est des noms qui reviennent plus souvent. Mais vraiment, l'histoire du début... Hein? Saviez-vous, vos premiers ancêtres étaient arrivés à l'île d'Orléans? C'est l'île d'Orléans, c'est... Oui, ça, je le savais parce qu'on le savait pas mal tous de notre famille parce que... On s'en rase de temps en temps. Il nous a parlé beaucoup de généalogie, puis moi, j'aime ça aussi. Puis, on s'est informé beaucoup sur notre arbre généalogique. J'ai même été visiter la Mollet où l'ancêtre est venu au monde. C'est plaisant, oui. Mais c'est plaisant de voir l'histoire. On parle que Willie, dans le fond, est né aux États-Unis. Dans le fond, il a vécu là-bas. Est-ce qu'il était vieux quand il est arrivé, quand il est revenu au Canada? Il est né en 1902, puis il a resté 6 ans là-bas. Alors, il s'est emmené, en 1908, il avait 6 ans quand il est arrivé. OK, donc il était jeune. Ce qui vous a déjà parlé de ces souvenirs-là de la vie aux États-Unis? Oui, des souvenirs qu'il y a eu. Il compte que quand ils sont partis de Fall River aux États-Unis, c'était le printemps, c'était en mars. Puis, il y avait les jardiniers tondaient les pelouses. Ils ont pris le train pour aller à Québec, puis le lac Saint-Jean-Près. Quand ils sont arrivés à Roberval, l'ancêtre qui est arrivé avant, là, Gabriel Lapointe, qui avait à peu près 66 ans, il a préparé le terrain ici pour les recevoir. Il est allé les recevoir au train à Roberval. Sur la route, c'était la rivière à Chabouchouane, gelée l'hiver sur la glace, là. Alors, mon père raconte que quand ils ont mis dans une voiture, là, puis il faisait froid, ils ont mis une peau de mouton sur la tête. Mon père dit qu'il restituait. Puis il avait mal au cœur. Il avait mal au cœur. Bon. Puis après ça, là, les premiers jours, là, après ça, le printemps, il y avait de la croûte. Puis les enfants ne connaissaient pas ça, la croûte. Ils partaient à courir dans le champ, puis ils restaient pris dans la croûte. Il fallait que le père les sortir. C'est des souvenirs, ça. Ouais. Ouais, ça devait être un apprentissage, là, ça dépayse, ce petit bonhomme-là de 6 ans qui arrive et qui ne connaît pas ça dans un pays à construire, parce qu'à ce moment-là, ça ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. Là. Je veux dire, ils ont travaillé à défricher ça. Sa mère l'accompagnait. Sa mère qui a quand même vécu longtemps. L'avez-vous connue, cette grand-mère-là? Marie Lapointe. Oui. Marie Lapointe, oui. Elle est décédée, je pense, à 94 ans, je pense, à Sainte-Catherine, à Québec, à Sainte-Catherine-de-Borneuf. Là. OK. Oui. Alors, elle était veuve parce que son mari, le grand-père Lapointe, Arthur Lapointe, il est décédé en 1931, je pense, 1931 ou 1934, là. On dit ça tantôt, là, d'une infection. Puis dans des circonstances assez difficiles, parce qu'il avait acheté une terre dans le Randis. Quand il est arrivé à Normandie, il vivait avec son beau-frère, Arthur Dallaire. Puis il avait agrandi un petit peu la résidence. Mais là, à un moment donné, il avait besoin un peu plus d'espace puis une terre personnelle. Alors, il s'est acheté une terre dans le Randis à Normandin, c'est maintenant Saint-Edmond-le-Randis. Puis, il avait, à la crise en 1929, là, il avait presque fini de payer la terre, puis il l'a perdu. Il se l'est fait enlever. Alors là, il a tombé en dépression, puis il a eu une infection, puis il est obligé d'aller vivre chez un de ses fils à Dolbeau, dans le rang de la montagne, qui avait déjà des enfants, Albert, son fils. Là. Puis lui-même, le grand-père Arthur, il y avait encore des enfants, plus grands un peu, mais... Alors là, ça a été une situation très difficile, puis il n'a pas voulu aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ça coûtait trop cher, puis il est mort à 56 ans, je pense. Hein? Ouais. C'est votre grand-mère, Marie, hein? Oui, Marie. C'est quel genre de femme, cette... C'est une petite bonne femme, hein? Moi, je me rappelle d'elle un peu. Oui. Elle avait les cheveux... Elle était toute petite, elle m'arrivait à peu près ici. Puis elle avait les cheveux blancs, mais elle avait une grande tresse en arrière, hein? Une belle grande tresse. Puis des fois, elle les roulait comme ça.
Oui, à Sainte-Catherine, on est allé la visiter. Elle était douce, hein? C'était une petite personne douce que je me rappelle un peu, là. Oui. Parmi vous, là, vivre avec justement ses grands-parents dans la même maison, il y en a parmi vous qui Nous autres. Vous avez connu ça? Oui, nous autres, papa est venu au monde dans cette maison-là, la maison qu'on a vue tantôt. Puis nous autres, les 6 sur 7, on est venus au monde dans cette maison-là. Il y a juste notre bébé, là, le dernier, là, qui, lui, est venu à l'hôpital de Dolbeau, mais on est tous... luxe. Oui, on est tous nés dans cette maison-là. Puis on a vécu avec nos grands-parents. Puis les mononcles, puis les matantes. Oui. Alors, quand je me rappelle un petit peu, quand j'avais 3-4 ans, bien, il y avait ma tante Jeannette, il y avait ma tante Laurette, il y avait... ma tante Lucienne était partie, elle, pour le couvent. J'avais 2 ans. Mon oncle René, l'abbé Henri-Paul, qui venait durant les vacances. Alors, il y avait tout ce monde-là dans la maison. Nous autres, on était élevés avec bien du monde dans la maison. Dans le fond, votre maison, c'était un peu le phare de la famille? Oui, c'est la maison paternelle, la maison du grand-père. OK. Puis les cousins et les cousines qui sont ici, là, ils ont tous vécu des beaux souvenirs. Ils venaient dans le temps des fêtes, le 25 décembre, puis au jour de l'an. Toute la gang, ça venait dans la maison. On était beaucoup de monde. C'était plaisant. C'était le point, d'attache de la famille. Puis là, c'est rendu vous qui habitez... Non, je ne l'habite pas, mais elle m'appartient. OK. Ouais. Oui. OK. Donc, c'est vous qui avez cette maison-là. Oui. Maintenant, vous en êtes le propriétaire, mais Oui. est-ce que tout le monde se sent chez eux quand ils arrivent là? Ah, c'est sûr. C'est sûr. sûr Que tout le monde, il rentre dans la cour, il rentre dans la maison. C'est un sentiment de... Un gros sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. De beaux souvenirs. Oui. Puis, on y allait souvent, nous autres, le vendredi, les dimanches. Puis en plus, moi, je suis né aux côtés. Oui. Oui. Fait que ma grand-mère, mon grand-père, je les ai connus beaucoup. Puis je tombais à la pelouse, j'arrêtais de manger ma soupe le midi. Fait que on est bien dans ce moment-là. Oui. Là, je crois qu'il y a un monsieur derrière qui voudrait intervenir. Votre père, Diane? Mon papa, c'est lui le propriétaire de cette maison-là. Oui. C'est lui. Après la maison, ben là, c'est parce que je suis venu au monde dans cette maison-là. Puis j'ai jamais changé de place. Je suis rendu à 93 ans. Puis j'ai rentré dans le foyer rien que l'automne passé. Fait que je trouve ça dur d'avoir laissé ma maison. Puis mon coin de... Là, mon petit-fils là, fait que ça me donne la chance d'aller voir de temps en temps. Pas grand-chose à dire, je sais pas. Mais on est quand même content de l'avoir laissé dans la famille, cette maison-là. Oui, je suis content que mon petit-fils là, il a ramassé. Ça reste en famille. Oui. C'est bien sûr, ça a été notre maison familiale, là. On est encore très attachés à cette maison-là, mais on a pris chacun de notre vocation ailleurs. Alors, c'est ça. Moi, actuellement, je demeure à Dolbeau, mais j'ai vécu longtemps à Chicoutimi, puis un peu partout à travers le monde, un peu, parce que j'ai eu des fonctions diocésaines, comme je suis prêtre, là, j'ai eu des fonctions diocésaines qui m'ont permis d'aller passer 1 an en France et pour continuer des études. Et ensuite, j'ai résidé longtemps à Chicoutimi. Et la maison familiale a été toujours importante pour venir en vacances. Mais là, actuellement, je demeure à Dolbeau, dans une résidence pour personnes âgées. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'amène, j'entends monsieur ici qui parle que vous êtes entré en prêtrise. Vous êtes un religieux, vous êtes un prêtre? Oui, Henri-Paul et moi, on est 2 prêtres du diocèse de Chicoutimi. Puis, alors lui, il est resté dans le diocèse toute sa vie. Puis moi, en 1900, j'ai été ordonné en 65 à Normandin. Puis j'ai travaillé 3 ans vicaire à Saint-Jean-Vianney. Puis en 68, je me suis offert pour aller aider un peu en Amérique latine parce que c'était un peu comme les Latinos aujourd'hui qui viennent pour aider ici. Là. Il manque de travailleurs. En Amérique latine, actuellement, il y avait un manque de prêtres, de religieux. Là. Alors, je me suis offert pour aller un petit bout de temps.
j'allais pour 4-5 ans, puis j'ai été 44 ans. Alors, je suis revenu... Un petit délai. Ça fait à peu près 10 ans que je suis revenu du Chili, puis je pense encore au Chili, puis j'ai passé de belles années, ça a paru court, puis c'était agréable. Puis quand je trouve des personnes qui parlent espagnol, pour être capable de parler espagnol avec eux, je suis bien content. Là, moi, je suis curieux. Là. Je suis curieux. Dans votre fratrie, vous étiez combien de frères et sœurs? 8. Vivants. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un, il y en a deux, trois qui s'en vont, dans le fond, qui vont faire des études plus poussées, si je peux me permettre. C'est votre choix, c'est vos parents qui vous ont poussé. Comment ça se passe, là? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à aller à l'école, qu'on va... qu'on part jeune. Oui. Moi, là, quand j'avais 12-13 ans, j'aurais aimé étudier, mais là, Henri-Paul était déjà au petit séminaire, puis dans ce temps, c'était pas gratuit, il fallait que la famille paye. Là. Alors, mes parents n'avaient pas moyen d'en maintenir un autre au séminaire. Alors, j'ai attendu un bout de temps, puis finalement, le curé du village a dit, ben là, il dit, ses frères qui travaillent, ils vont aider, puis moi aussi, je vais aider le curé, puis René doit aller au séminaire. S'il a le goût d'y aller, il va y aller. Okay. J'ai rentré un peu plus tard, mais je suis allé, puis ça a fait, puis je me suis enthousiasmé avec les études classiques, puis tout ça, puis j'ai arrivé à être prêtre. Oui, papa racontait que quand il allait bûcher dans le bois, puis mon oncle Eugène, puis il y avait mon oncle Armand aussi, bien, il apportait de l'argent pour aider à payer les études de mon oncle. C'est ça. Dans le fond, tout le monde, les frères et sœurs contribuaient. C'est ça, oui. Oui, puis là, je m'excuse, puis vous pouvez me dire, mêle toutes tes affaires. Mais est-ce que c'est une fierté pour la famille de vous envoyer là-bas ou quand vous reveniez les vacances, les frères et sœurs vous agaçaient? Oh, c'est bien. Je sais pas, est-ce que ça se passait comment, là, entre les frères et sœurs? Quand on revient aux vacances, là, on est-tu bien accueillis? On se fait-tu un peu agacer? Qu'est-ce qui se passe? Un moment, le micro va arriver, monsieur. Je ne sais pas s'ils étaient jalouses de nous autres. Ils ne nous l'ont jamais dit, là. Mais ce que j'ai retenu, moi, c'est que mes deux sœurs qui sont ici, là, c'est des personnes qui étaient toujours importantes quand on revenait à la maison familiale. Ces deux sœurs-là qui étaient là, tout proches, et qui ont toujours été fidèles à être dans la famille et faire leur place dans la famille. Et grâce à leur père Albert, qui est ici, là. Et c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que vos deux sœurs étaient religieuses? Hein? Est-ce que vos sœurs étaient religieuses? Il y en a une qui est religieuse. Une de mes sœurs qui est religieuse, elle est encore vivante à Chicoutimi. Et là, ben, elle se déplace difficilement, mais elle a été aussi, elle, missionnaire au Chili pendant combien d'années, René? 30 ans, oui. 30 ans missionnaire au Chili? 35 ans, hein, 35 ans au Chili. Avec moi, oui. On n'était pas ensemble, mais on a travaillé au Chili. Alors, moi, dans les périodes un peu plus exigeantes, là, durant les 8 années du cours classique, pour ça, le grand séminaire, 4 ans, des périodes étaient plus difficiles et exigeantes. Pensionnaire, il fallait être pensionnaire. Dans ce temps-là, on partait pour plusieurs mois. Alors, le fait que je savais que mes frères se sacrifiaient pour moi, là, ça me stimulait à étudier puis à essayer d'arriver à faire du monde avec moi. Là. Oui. C'est bon parce que je vois vraiment comme deux branches. Une partie qui est allée plus étudier, qui est entrée dans la région, puis d'autres qui étaient plus manuel, et on ne parle la terre familiale. J'ai vu tantôt contribuer à la construction du chemin entre Chibougamau, Saint-Félicien, l'église, tout ça. Donc, il y a une partie plus manuelle de la famille, j'imagine, plus qui aime ça travailler avec les choses. Oui. Un petit moment. Oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. Albert, mon frère Albert, qui a toujours été à la maison familiale, c'est lui surtout qui a conduit la tradition. Puis ensuite, ses enfants actuellement sont encore là aussi en place et qui continuent la tradition familiale. Donc, moi, si je comprends bien, votre famille était ouverte à avoir des enfants de tout horizon. Je n'étais pas, dans le fond, limité à « tu vas faire ça dans la vie ». Non.
on était libre de faire ce qu'on voulait faire. Oui. Puis, non, c'était pas... Moi, j'aurais peut-être une petite anecdote à conter, que je suis certaine que mon oncle là-bas, Henri-Paul, ne savait même pas. Une confidence de ma grand-mère, quand j'avais des petits bébés puis qu'elle venait les bercer. Oui. Elle restait à Saint-Thomas, dans ce temps-là, au Blé d'Or. Puis l'après-midi, souvent, le mercredi après-midi, Papa Lapointe, il venait faire un tour à la ferme. Puis ma mère Lapointe s'en venait chez nous. Je reste pas loin de la maison familiale. Elle m'avait raconté, ça va peut-être me faire pleurer, puis ça va en faire pleurer peut-être, là, la journée que ses 2 petits-enfants sont morts de la diphtérie, là. Fernand, 17 ans, puis Léo, il avait 2-3 ans. 2 ans et demi que je... Puis mon oncle Armand avait une grosse fièvre. Il était fiévreux. Ma mère avait peur de le perdre aussi. Puis papa, lui, il était correct parce qu'elle dit qu'il était tout le temps dehors, il jouait tout le temps dehors. Puis quand Papa Lapointe a passé avec les 2 petites boîtes de bois dans la voiture en arrière pour aller les mener au cimetière à Saint-Thomas, parce que c'était la diphtérie, c'était contagieux. Puis il ne pouvait pas aller à l'église, il n'y avait pas de cérémonie. Puis ma mère Lapointe avait ses enfants. Papa est parti tout seul avec les 2 petites tombes pour les faire enterrer. Puis ma grand-mère a dit que quand elle a vu passer les petites tombes, elle était très, très pieuse, ma grand-mère. Hein? Elle avait toujours son chapelet, puis très pieuse. Elle a dit qu'elle a senti bouger dans son ventre. Puis elle a dit, « Mon Dieu, je vous ai donné 2 enfants. Donnez-moi un prêtre. » Tellement qu'elle était croyante. Puis c'est mon oncle Marie-Paul qui est venu au monde. Puis je pense qu'il ne savait même pas. Confidence de ma grand-mère. J'étais proche de ma grand-mère. C'était quel genre de femme? Douce, pieuse, patiente, compréhensive. Toutes les qualités, d'une grande bonté. D'une grande bonté. D'une grande bonté. Puis des fois, on se demandait aussi comment ça se fait qu'elle s'est mariée avec Papa Lapointe. Ben oui, elle était tellement pieuse, ma grand-mère, qu'elle avait toujours son chapelet. Puis Papa Lapointe, c'était un bout en train. Raconter des histoires, danser. Dans ce temps-là, que c'était pas trop permis. Danser, prendre un petit verre, conter des histoires salées. Puis là, ben ma grand-mère, elle disait « Oh, ouais, puis là, elle roulait son chapelet. Ouais, rappelles-tu, c'est ça qu'elle faisait? Oh, oui. Elle disait « Ouais, des slack. Slack, ouais. » Puis elle aimait ça un peu. Il aimait ça. Je me rappelle, ma tante Lucienne, la religieuse, elle venait avec une chaperonne. Dans ce temps-là, elle prenait un chaperon. Puis ma mère l'avertissait d'avance de ne pas trop conter d'histoires salées. Aux religieuses. Aux religieuses, mais ils n'écoutaient pas. Ils s'organisaient tout le temps pour envoyer une petite histoire pour faire rougir un peu la religieuse. Mais ma tante, je pense qu'elle les avertissait avant. Papa va vous faire gêner, il va vous agacer. Il était comme ça. Un bout en train. Ça, c'est quelque chose qui s'est transmis? Y a-tu d'autres dans la génération qui racontent des histoires? Il y en a. Oh, les histoires, ça a suivi un petit peu. Les stepettes, ça a suivi un peu aussi. Mon frère Claude. Oui, mon père est quand même assez bon. Puis mon frère est quand même aussi pas pire. Oui, donc il y a musique, danse, ça fait partie de l'héritage familial. Donc l'ambiance, j'imagine. On n'a pas de musiciens, mais chanteurs, oui, eux autres. On n'a pas de musiciens. On a Carman. J'avais un frère, Armand qui, pour les histoires aussi, il était bon. Il était très bon. C'était le descendant, papa, ça. Il contait l'histoire. Ils s'appelaient les uns l'un l'autre dans le temps que mon père était à une résidence pour aînés, là, à Normandin. Mon frère Armand appelait papa. Il disait Papa, j'ai une autre histoire pour vous un matin, là. Ah oui. Papa l'écoutait parce qu'il disait « Moi aussi, j'en ai une autre, là. » Il se racontait de tout le monde. Ah oui, puis vous vous rappelez quand papa, il avait été à conduire, hein? Ah oui. Puis à un moment donné, il arrive... il y avait un petit garage à côté de la maison, puis il avait mis un genre de madrier pour que, quand il rentre dans le garage, qu'il arrête là. OK. Pour le faire arrêter à la bonne place dans le garage. Mais probablement qu'il s'est trompé. Je ne sais pas s'il a pesé sur le gaz au lieu de peser sur le break. Il criait « Wow, wow », puis le mur du garage a levé, puis il a défoncé le mur du garage. Puis il criait « Wow ». Il est habitué aux chevaux, lui, là. Il criait « Wow ». Ouais. En tout cas, j'espère pour vos garages que c'est pas une tradition familiale qui a perduré, celle-là.
Non. C'est vraiment intéressant. Et là, je pense qu'on va y regarder la descendance de la famille. Je vais reprendre mes esprits. C'est très drôle. Un peu comme on voyait dans la capsule, ici, on voit vos descendants, votre arbre généalogique. On parle de Nicolas Audet dit Lapointe avec Madeleine Després. On est en 1670, donc les premiers qui sont arrivés au Québec. Ensuite, Jean-Baptiste Audet dit Lapointe, marié à Marie-Louise Godbout. Ensuite, on descend à un autre Jean-Baptiste dit Lapointe, marié à Agathe Greffard. François Audet dit Lapointe, marié à Marie-France Delage. Jean-Baptiste Audet dit Lapointe, marié à Constance Boissonneau. On est rendu en 1835. Ensuite, on a Gabriel Audet dit Lapointe en 1845, marié à Marie Carrier. Donc, on commence à s'approcher là, des gens dont on a parlé un peu plus tôt. OK, ils ont eu 5 enfants. On a Arthur Lapointe, marié à Marie Dallaire. Oui. Et ensuite, Ouellet, marié à Joséphine Dion, qui se sont mariés en 1923, dont de l'union vous êtes issus. J'ai fait la généalogie de la famille, puis j'ai encore des notes de ça, je m'en rappelle. Là. En 1851, là, Jean-Baptiste, numéro 3, parce qu'il y a une... il y en a un troisième. Un troisième, là. Alors, il est mort du choléra en 1851. Puis sa veuve, ça s'appelait Boissonneau. Constance Boissonneau. Constance Boissonneau. Puis elle, là, il semble bien que vers après un petit peu de temps, là, ben, elle est partie avec sa famille à l'île elle veut dire à Baclun, à Bellechasse, là. Ils sont émigrés. Alors, Gabriel, il avait 9 ans, je pense, à cet âge-là, puis ils sont partis, toute la famille, pour aller à Bellechasse, Baclun, là. Puis c'est là pour ça qu'ils se marient, puis jusqu'en 1892, où là, ils décident, il y avait une grande crise économique dans le Québec, puis là, il n'y a pas de travail, tout ça. Ils ont décidé de s'en aller aux États-Unis, à Fall River, là, les filatures, là, il y avait des gens de tout le monde entier. Les factories. Oui. Puis alors là, Gabriel, qui était là, qui s'est marié à Baclun, à Bellechasse, là, sa femme est décédée en 1903. Puis en 1905, là, il est parti pour accompagner Pelchat. Pelchat qui venait. Sa fille se mariait avec Pelchat, Delphis Pelchat. En 1905 à Saint-Philémon, près de Baclun. Oui. Puis il s'est emmené avec eux autres au Lac-Saint-Jean. Il a été acheté une terre pour Pelchat à Albanel, avec sa fille, une de ses filles. Puis après ça, là, il est allé à Normandin dans l'an 4 où Joe Dallaire était marié avec une autre de ses filles, puis il était établi là depuis un petit peu de temps, 2-3 ans. Alors, il est resté avec eux autres pour attendre, pour préparer l'avenue des autres de la famille qui allaient s'emmener après. Ils sont emmenés en 1908. On est partis pour le Canada. La Ville de Turbo-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! Juste une petite question comme ça. Vous avez l'air de vraiment avoir une grande connaissance sur vos origines. Avant vos recherches, le saviez-vous que vous aviez déjà... Vos ancêtres ont porté le nom de Audet? Oui, on savait ça. Oui, on savait ça. Oui.
Puis est-ce que c'est quelque chose qui est transmis? Là? Pourquoi du changement? Je sens qu'il y a une main là-bas qui se lève. Ça va arriver, le micro, dans une petite seconde. C'est juste ça, mais à un moment donné, il était à l'île d'Orléans. Ils ont été à l'île d'Orléans un bout de temps, résidents. Puis la famille portait le nom de Odette. Et plusieurs familles de Odette qui étaient là. Et à un moment donné, mon père grand-père demeurait sur une pointe de l'île. Et il disait Odette de la Pointe. Puis c'est le nom de la Pointe qui est resté. Ah! Ouais. Mais ça c'est... Mais à l'origine, c'était des Odettes. C'est pas sûr, ça. Mais c'est plausible, par contre. Là. Parce qu'ils ont resté avec le nom de la Pointe jusqu'à quand ils viennent, qu'ils s'en allent à Barcelone, à Bellechasse. Là, à Bellechasse, ils ont commencé à signer, pas Odette, seulement la Pointe. Mais ça coince. Puis dans l'île d'Orléans, la terre de Nicolas Lapointe n'était pas dans une pointe de l'île, elle était dans le centre de la ville de l'île. Sur la rue Royale. La paroisse Saint-Jean qui est dans le milieu. Alors, au début, on disait ça, puis là, à un moment donné, là, on ne sait pas trop, là. Ouais. On ne sait pas trop. Mais tout de moins, ça a changé en cours d'histoire. Oui. Puis, c'est bien, mais c'est vraiment intéressant. Puis le passage aux États-Unis, bon, dû à la crise économique de cette époque-là, savez-vous si vous avez de la famille qui est restée aux États-Unis? Oui? Bien, je ne sais pas si il est resté des... Je sais que nous autres, quand on est allé avec mon mari, il y avait au cimetière de cette paroisse-là, il y avait des épitaphes au nom de la Pointe. OK. Puis moi, j'ai essayé, bien là, je parle pas beaucoup, on parle pas anglais. Mm-hmm. Avec le petit anglais qu'on se débrouille un peu, on a réussi à trouver famille Lapointe, mais le monsieur était décédé. Quand on est arrivé, il n'était pas là. Mais j'ai jasé un peu avec un voisin qui était un francophone, puis il disait que ça faisait des années qu'il n'avait pas parlé français. Puis c'est ça, c'était une famille Lapointe du Québec, des descendants du Québec qui étaient là. Mais j'ai pas pu jaser avec eux autres. Dans les études, là, la généalogie, le frère aîné de Gabriel Lapointe, il est resté aux États-Unis, lui. Puis Gabriel s'est emmené au Lac-Saint-Jean. Puis son deuxième frère, à Gabriel, Onesphore Lapointe, lui, il a traversé il est retourné au Québec, puis il a commencé à travailler au Château Frontenac. OK. Puis il a toujours été là. Quand Gabriel s'est emmené, puis Arthur avec le famille, ils ont resté chez Onesphore Lapointe à Québec. Puis là, ils ont pris le train après à Québec pour venir au Lac-Saint-Jean. De temps en temps, mon père, il faisait allusion à Onesphore, mon oncle Onesphore Lapointe qui était à Québec. Peut-être qu'il y a resté des enfants là-bas parce qu'il y a encore des Lapointes. OK. Maintenant, aujourd'hui, les Lapointes, j'ai entendu, il y en avait encore au moins 5 familles qui habitent toujours à Saint-Edmond. Oui. Il y en a du côté de Saint-Thomas. Claudette, ma sœur, qui reste à Saint-Thomas. Puis, mais les autres Lapointes, là, les Lapointes ont essaimé partout autour du Lac-Saint-Jean, dans le Québec. Ça habite où aujourd'hui, les Lapointes? Bien, il y a Québec. Oui, Québec. Oui. Karine, qui reste à Québec. Oui. Il y a la famille de ma sœur Jacqueline qui est décédée. À Vancouver. Elle est restée à Saint-Félicien. Il y en a un qui est sur l'île de Vancouver, à Victoria. Il est sous-marinier. Il y a Marilyn à Saint-Amable. Puis il y a Sylvain à La Terrière. OK. Sinon, ça, c'est pas mal tout proche. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Chambord, au Lac-Saint-Jean, oui. Oui. Dans Puis pour tous ces gens-là, les rendez-vous de famille, c'est encore à Saint-Edmond? Oui, toujours. Ou à Saint-Thomas. Ou à Saint-Thomas? Les dernières années, parce qu'à chaque année, on a une rencontre de famille. Puis ça se faisait toujours ici à Saint-Edmond, au jour de l'an. Mais à un moment donné, hein, les cousins-cousines, il y avait toutes des petites familles, puis c'était plus difficile. On s'est mis à faire ça au lac à Jim, chez nos cousins les Cahuètes. OK. L'été, en plein été. Quand il faisait beau, on avait des chapiteaux. Puis on finissait la veillée avec un gros feu de camp sur la plage. Puis quand il pleuvait, bien, c'est chez Régent, au garage à Régent, qu'on fait ça. Mais là, ça faisait 2 ans là, qu'on n'a pas de party à cause de la pandémie. Mais on va en avoir un à soir après l'émission.
Oui, parfait. Là, je pense qu'il y a un monsieur derrière ici. Monsieur? Oui, Marc Cahouette. Oui. Ma mère, Laurette Lapointe. Je pense que ce qui a réuni beaucoup la famille et aussi Lapointe, c'est que on était des amants de la nature et on a tout le temps eu un chalet. Au début, il était à tête du lac à Jim. C'était un chalet quasiment communautaire. Écoute, c'était mon oncle Harry-Paul qui avait acheté ça. Tu pourrais peut-être plus compter l'histoire. Mais un bout de temps, je pense qu'on était 4 ou 5 familles dans le même chalet. Fait que on se regroupait beaucoup à ce chalet-là. Après, ben là, maintenant, la famille grossissait, on s'est à peu près tout acheté des chalets proches au lac à Jim. Une petite anecdote, Wallet nous a tout le temps suivis, puis grand-maman à Lapointe, assez que quand on a construit, mon père a construit notre propre chalet, ben papa et puis maman avaient le chambre à eux autres, dans le chalet. Puis dans ce temps-là, ben moi j'étais jeunesse avec mes frères, puis les chalets étaient pas des maisons comme à cette heure. Fait que pour avoir accès à nos chambres en haut, il fallait passer dans la chambre à papa et puis maman. Des fois, on rentrait chaud d'ail un peu. Il fallait faire attention pour pas tomber sur papa et puis maman en passant à la chambre. Je pense que le côté aimant de la nature, de toute la famille, a amené beaucoup à qu'on se regroupe du côté des chalets et de la villégiature. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Puis quand on parlait aussi tantôt de la ferme, moi, je me souviens tellement que nous autres, on restait à Saint-Thomas, on était plus du monde, je dirais, de la ville, des petits villages. Et venir sur la ferme, on a fait bien des expériences sur la ferme. Oui. Les premières randonnées en vélo ou en moto, ou les premières fois qu'on chauffait des tracteurs, on a aidé au foin. Moi, je me souviens, écoute, on recule quand même d'une 50aine d'années sûrement, j'étais trop petit pour embarquer les balles à foin sur Wagon. Fait que c'était le fun de chauffer le tracteur. Mais de temps en temps, échappé à la clutch. les gars étaient debout sur la Wagon, puis tu Marc, fais attention! Échappé à la clutch. Puis aussitôt que là, il vieillit un peu, ben je perdais ma place sur le tracteur. Il fallait que j'aille tirer des balles sur la Wagon. Fait que la ferme regroupait aussi beaucoup, parce que dans ce temps-là, ben toute la famille aidait la ferme Lapointe, que c'était le temps des foins. Puis c'était bien agréable. Avec les cousins, cousines, Cara, je sais qu'on servait de cobaye. Les autres, les petites filles, il y avait des trousses de docteurs, puis ils donnaient des piqûres. OK. Fait quand il y en a une qui nous accrochait, on servait de cobaye. C'était tout que des piqûres. Ils nous pinçaient pas à peu près. Fait que c'est ça. De la maison familiale et la Pointe, on a vécu bien des expériences qui étaient bien fun. Oui, puis je pourrais ajouter que mon oncle Eugène, il restait dans la maison à côté. Puis là, Jean-Marc n'est pas là, mais Paul est là. Je sais pas si ça en rappelle. Bertrand, le plus vieux, il est décédé maintenant. Bertrand, les filles, là, eux autres, ils étaient des gars, puis nous autres, on était 4 filles chez nous. 3 filles, 4 filles. On n'avait pas le droit de jouer avec les garçons. Il voulait pas, Bertrand, il voulait pas de filles. Okay. Pas de filles dans ses jeux. Mais pour avoir la chance d'embarquer dans leur jeu, il fallait qu'on fasse les infirmières. Puis Bertrand, il était bien bon du bois. Hein, il faisait des arcs puis des flèches. Eux autres, ils faisaient les Indiens. Puis quand il y avait des blessés, bien, ils nous emmenaient en haut du hangar. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis à Père-Lapointe, il y avait un petit lit de camp en haut du hangar. Là. Des fois, ils allaient dormir là. Puis nous autres, les filles, bien, si ça durait un après-midi, on passait l'après-midi en haut du hangar à attendre les blessés. C'est ça qu'on faisait. C'est là, juste dans ça là qu'on pouvait jouer avec les garçons. OK. Ouais. Oui, on a une intervention ici. Petite anecdote, en même temps, c'est un souvenir sur la ferme chez nous. Alors, j'étais jeune, moi, assez, je ne sais pas si j'allais au séminaire dans le temps, mais c'était pendant les vacances, puis il fallait aller chercher les vaches, comme on disait, à ramasser les vaches pour le treil, les amener à l'étable pour la traite des vaches. Et on avait un taureau, malin un petit peu. Alors, je suis revenu en pleurant, moi, parce que le taureau avait couru après moi. Fait que mon frère Eugène, le plus vieux, ouais, ben, dis-moi, je vais y aller chercher les vaches, puis le taureau ne me fera pas peur. Alors, il part pour aller au bout de la terre, puis il revenait pas. On dit, on va aller voir. T'allais voir, il était grimpé dans un arbre. Puis le taureau tournait autour de l'arbre. C'est vraiment beau de voir vos souvenirs.
Lise a un souvenir. Puis, oh! Oui, Lise a un souvenir. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, Diane. Tu te rappelles-tu, on avait mangé le gâteau de la prêtrise à mon oncle? Oui, raconte ça. Paul était reçu prêtre. Oui, raconte. Je sais pas comment ça faisait d'années que le gâteau était dans une chambre en haut. Tu te rappelles-tu? Oui. Pendant que la Marie-Paul... dans une chambre en haut de chez mon oncle Albert, là, grand-papa. Puis grand-maman avait conservé le gâteau quand mon oncle Harry-Paul était reçu prêtre. Puis il y avait un beau plastique dessus. Puis nous autres, les petites filles, Diane, Jacqueline, probablement. On avait goûté au gâteau. Oui, après des années. Ouais. C'est ça que je voulais raconter, là, qu'on avait goûté au gâteau à mon oncle. Avec nos doigts, mais il était pas bon. Il a brisé le plastique. Puis... Vous vous rappelez-tu quand... je ne sais pas si je peux, là, mais... Quand mon oncle Marie-Paul puis mon oncle... Bien, mon oncle René, lui, était au Chili. Donc, mon oncle Marie-Paul, il avait sa chambre. On était toutes 2 puis 3 par chambre, mais parce que nos grands-parents avaient leur chambre, les filles avaient leur chambre, puis les garçons avaient leur chambre. Puis mon oncle Marie-Paul, cette chambre-là, on n'avait pas le droit de rentrer dedans. C'est quand il venait en vacances. Mais il laissait des hosties, des grosses hosties, dans son tiroir de bureau. Puis nous autres, bien, on allait manger des grosses hosties. On pensait pas qu'il s'en apercevrait quand on est des enfants. Mais quand il arrivait et qu'il manquait des hosties, bien là, c'était nous autres qui les avaient mangées. Mais il n'était pas consacré, par exemple. On a une autre anecdote ici derrière. Continuer dans le même domaine avec mon oncle, l'écurie. Quand il venait en vacances l'été, ben, il était sur la maison à Papier-Wally. Nous, on était voisins. Fait que quand il arrivait, puis dans ce temps-là, il lisait pas le bon mot, les bruyères. Là, les bruyères. Puis sa galerie, nous, on se demandait bien c'est quoi qu'il faisait. Mais on faisait comme les autres. On se promenait en arrière des autres, on marchait en arrière des autres, puis à la longueur de la galerie, on revenait, on s'imitait, on les imitait. Ouais. C'est bien. Donc, ce que je vois dans vos anecdotes, puis c'est super intéressant, c'est que la maison familiale située ici à Saint-Edmond est importante. On va aller voir une petite capsule de la municipalité à l'instant. Saint-Edmond-les-Plaines tire son nom de l'abbé Joseph Edmond Tremblay, le premier curé responsable de la mission, ainsi que des immenses plaines qui entourent la petite communauté. Cette municipalité doit sa naissance au fait que des colons de Normandin décidèrent de monter plus au nord-est du canton normandin afin d'avoir de nouvelles terres à défricher. Il y eut tout d'abord Jean-Baptiste Jean qui s'établit vers 1990 sur le lot 50 du rang 8 du canton normandin et un Français, Jean-Pierre Grand-Adam, qui prit le lot 59 du rang 8 du même canton. Ces 2 pionniers furent suivis par Aristide et Alphonse Carbonneau en 1893, Origène et Jean-Baptiste Quentin en 1894 et Luttrop et Washington Bernard en 1905. La première messe est dite le 20 décembre 1930 dans la petite école à la demande des colons des rangs 8, 9 et 10. C'est le curé de Normandin qui dessert la mission. En 1937, des démarches sont entreprises par les habitants de Saint-Edmond afin que des parties de territoire de Girardville, Normandin et Saint-Thomas soient détachées afin de former une nouvelle paroisse. Ils demandent en même temps l'érection canonique de leur paroisse. Suite à cela, ils obtiennent leur premier curé résident, Monseigneur Lucien Savard, qui célèbre sa première messe en juillet 1937. Le 2 août suivant, on ouvre un chantier à 22 000 en haut de Girardville afin de préparer le bois nécessaire à la construction de l'église. Cette dernière sera bénie le 17 août 1939. Les premières démarches pour obtenir l'autonomie municipale et se détacher de Normandin sont faites dès 1929. Mais les habitants doivent essuyer un refus. Une nouvelle demande est faite au mois de janvier 1937 et cette fois, vu le nombre de propriétaires impliqués, l'évêque accepte. Ainsi, 44 lots des rangs 8 et 9, 16 lots du rang 10 de Normandin, 32 lots du rang 7 double de Saint-Thomas et 18 lots du rang 7 de Girardville sont séparés pour donner la nouvelle municipalité. S'ajouteront au mois de septembre de la même année des habitants des rangs 8 et 9 du canton Girard. La première élection aura lieu le 28 septembre 1938.
C'est Lutrope Bernard, un des pionniers, qui est nommé maire. La première école était située sur le lot 52, dans la maison de Jean-Baptiste Jean, colon de la première heure. Elle fut ouverte en 1902 et la première institutrice engagée était Marie Bluteau, avec un salaire annuel de 100 $. Une seconde école vit le jour sur le lot 38 Durand-10 en 1907. Il faudra attendre 1915 pour qu'apparaisse la troisième école, bâtie par Alfred Bilodeau, sur le lot 53 Durand-10 également. 3 ans plus tard, Jean-Baptiste Jean construit une quatrième école sur le lot 7. Prudentine Dion, épouse de Damas Dion, est la première institutrice. Une 5e école de rang s'ajoute en 1924 sur le lot 44 avec Rosalma Bergeron qui enseigne. Au village, c'est aussi en septembre 1924 que l'école est prête. C'est M. Idonil Simard qui en est le professeur. En 1949, 4 religieuses viendront s'installer au couvent qui vient d'être bâti. Le village de Saint-Edmond vivait essentiellement d'agriculture, mais aussi de la forêt. En 1959, il fut décidé de former un chantier coopératif qui œuvrerait sur les concessions accordées à Girardville. Le chantier sera en fonction jusqu'en 1966, année où la difficulté de transporter le bois vers les usines de transformation aura raison de lui. Vous avez une très belle municipalité. Oui. Oui, vous pouvez en être fiers. Puis je sens que les gens ici sont fiers d'où ils viennent. Ouais, il y a un gros oui. Il y a un gros sentiment d'appartenance à Saint-Edmond. On est fiers. Beau village fleuri. Oui, puis là, j'imagine, puis c'est ce que j'ai cru comprendre, même ceux qui n'habitent plus se sentent ici à la maison. Est-ce que je me trompe? Oui, les cousins, cousines, oui. Oui. Il y en a qui sont partis parce que les autres même auraient resté, mais des fois, les conjointes ou les conjoints, eux, ils disaient, non, jamais à Saint-Edmond. Mm-hmm. C'est trop petit. C'est tout le temps... Oui, puis c'est ça, mais je dirais que dans notre série, on rencontre plusieurs villages, puis sans vouloir vous offusquer, tout le monde dit exactement la même chose. Oui. Donc, j'imagine que quand on se rencontre en village, des fois, il faut faire des choix. Oui. Mais oui, puis Saint-Edmond, on dirait que, je ne sais pas pourquoi, on nous appelle le géant, le secteur le géant. On est au milieu. Moi, j'ai toujours dit qu'on était le cœur du géant, parce qu'on est au milieu. Puis je ne sais pas, nous autres, il y a toujours eu une belle relation entre les paroisses voisines. Puis nos cousins qui sont de Saint-Thomas, je parle souvent de Saint-Thomas parce que les cousins sont là. Quand il y a des activités à Saint-Edmond, ils viennent. À motoneige, on les voit, les cousins. Oui. Oui. Moi, je vais nous arrêter parce que j'ai vraiment envie d'entendre le côté chanson de votre famille. Oui, j'aurais le goût d'entendre ça. OK. Oui. Et puis, je voudrais vous remercier pour votre participation. Ça a été vraiment intéressant. Sérieusement, là, j'en écouterai encore des heures, mais on a malheureusement 50 quelques minutes. Mais vraiment intéressant. Donc, on va écouter, je crois que c'est Cindy et Michael, d'accord? Cindy qui est enseignante, d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance d'enseigner, OK, qui devait gagner un peu plus que 100 $ par année. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, le soleil de ma vie.
dalle sabocche, sabanco, quel spirito santo milonino. Van a voir, comme j'en ai jamais vu. Van a voir, comme j'en ai jamais vu. C'est dans la rue que ça va cambrer, c'est dans la rue que ça va cambrer. C'est dans la rue que ça va cambrer, c'est dans la rue que ça va cambrer. C'est la police qui m'embrasse, c'est le spirito santo milonino. Van a voir, comme j'en ai jamais vu. Van a voir, comme j'en ai jamais vu. Bonjour, Mme Verville. Bonjour. Vous êtes la mairesse de Saint-Edmond-les-Plaines. Oui. Oui, et vous aviez un petit mot pour les Lapointe, je crois. Oui, on m'a demandé de leur dédier un petit mot. Donc, étant donné que je ne suis pas de la région, je suis récemment arrivée quand même, ça fait 5 ans, dont 2 ans de pandémie. Ça ne donne pas le temps de connaître tant les gens. Mais je voulais quand même leur dire un petit mot sur la famille. Je pense que c'est une valeur. Les valeurs familiales, c'est quelque chose de très important dans une vie et dans une société. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est un bel événement que la famille Lapointe daigne prendre le temps de se rencontrer pour fêter un peu ensemble, discuter, avoir du plaisir, puis rire. C'est excellent, ça. Oui. Fait que je vous laisse aller. D'accord. Donc, je dirais, la famille, c'est ce qui arrive quand 2 personnes tombent amoureuses. Dans la vraie vie, ce qu'il est la famille, ce n'est pas le sang. C'est plutôt d'avoir usé les mêmes planches, rempli les mêmes poêles et vu fleurir les mêmes jardins année après année. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. La maisonnée, quant à elle, c'est là où on donne une seconde chance. On pardonne, on fait des erreurs, on est vrai, on s'excuse, on s'ennuie, on fait du bruit, on se chicane, on se fait des câlins, on s'aime, on est une famille. La famille n'a pas à être parfaite, mais unie quoi qu'il arrive. Chaque famille a une histoire. Bienvenue dans la vôtre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.